Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, alors que le soleil se lève, mais moi je n'ai pas peur de la lumière du jour, je vais vous parler d'un film de vampire, super-héros, la suite du premier Blade cinématographique Marvel, mais pas le MCU, dont j'avais parlé d'ailleurs il y a quelques semaines sur la chaîne, sobrement intitulé Blade 2, sorti en 2002 et réalisé par Monsieur Guillermo del Toro, et au passage ça me permet d'encore plus approfondir la filmographie du monsieur. Au casting, nous retrouvons dans le rôle titre, évidemment, fidèle au poste, Wesley Snipes. À ses côtés, il y a Kris Kristofferson qui est de retour. On peut se poser des questions si on se souvient du premier brûlot, mais bon, on y reviendra. Il y a également Leonor Varela, qui est un nouveau personnage féminin. Celui principal du précédent film n'est plus là. Pourquoi pas. Citons aussi les présences de Ron Perlman, sa première apparition dans un Del Toro, et ce ne sera pas la dernière. Luke Goss, qui joue le méchant. Norman Reedus, bien avant la série The Walking Dead, où il joue Daryl. Le méconnaissable Thomas Kretschmann, qui est maquillé en vampire un peu âgé. Et Matt Schulze, c'est là, alors qu'il était dans Fast and Furious peu de temps avant. Mais n'oublions pas Donnie Yen, qui d'ailleurs a chorégraphié les scènes d'action. Ça promet donc. Et l'histoire est donc dans la continuité du premier Blade, oui et non. On va développer cela. Et l'action va très vite se délocaliser en Europe, à Prague, où une nouvelle menace rôde des super vampires, on va dire ça comme ça, surnommés les Reapers, les faucheurs, l'évolution donc, qui s'attaquent aux vampires et qui vont être les ennemis à la fois des humains et des vampires. Ça tombe bien, puisque notre cher Blade est un peu entre les deux, sans vraiment être l'un ou l'autre d'ailleurs, et va devoir faire ami-ami avec ses ennemis pour affronter un ennemi commun. Sachant que Blade, en plus, au début du métrage, retrouve un de ses anciens camarades, son mentor, son père, qu'il avait laissé pour mort dans le premier Blade, mais en fait, non. Il s'est transformé en vampire. Bon, c'est pas un spoiler, c'est dès le début, et puis on va pas essayer de faire un faux suspense dessus. Ok, donc ça marque ici déjà une certaine rupture avec le premier brûlot. Et je pense que c'est voulu. Nous sommes ici en présence d'un film assez hybride, c'est-à-dire qui a sa cohérence par rapport à l'univers déjà préétabli, mais qui fait un petit peu à sa sauce, avec un Del Toro qui se fait plaisir. Et là-dessus, on ne peut qu'être content si on aime Del Toro. Sauf que, vous le savez, moi, j'aime ce réal, attention, mais je ne suis pas hyper fan comme beaucoup de gens. Cependant, je n'ai jamais craché sur sa mise en scène et sa façon de créer des ambiances, et c'est justement ici la force d'un film qui est fort bien, mais voilà, c'est un peu pris à part en fait, c'est très bien, mais on voit qu'il y aurait pu avoir des développements tout autres, y compris d'ailleurs dans les obsessions de Del Toro, parce qu'on se rend compte arrivé à la fin qu'à part les magnifiques ambiances et le savoir de mise en scène, eh bien, il ne s'inscrit pas forcément avec une certaine logique thématique dans sa filmographie, si ce n'est le rapport un peu au passé, l'humain, le monstre. On essaye d'effleurer cela, mais ce n'est jamais vraiment approfondi. Je veux, par exemple, citer cet exemple flagrant où, à un moment, Blade, il va donc faire ami-ami avec la vampire qui s'appelle Nissa Damaskinos, plus qu'ami-ami même, peut-être. Et celle-ci lui pose la question, là, voilà, tu n'assumes pas qui tu es vraiment. Il se dit humain avant tout, quand même, mais il est plus vampire quand on y pense. Et là, tu te dis, il va y avoir un approfondissement psychologique et tout, alors ça dure un petit peu, à travers leur relation potentielle, mais non, enfin, c'est vite bazardé pour se centrer sur l'action, certes, ça c'est réussi aussi, même si, il y a des trucs aussi sur lesquels on peut revenir, et sur donc ce scénario où il faut vaincre les méchants vampires évolution absolue. Bon, c'est là-dessus que le bas blesse, c'est qu'en fait on se retrouve avec un scénario très classique, ok, pourquoi pas, avec des trahisons, des faux semblants qu'on voit venir à des kilomètres, qui sont un peu artificiel et pas forcément utile. Le retour d'Abraham Whistler, pourquoi pas, ça semble un peu la mauvaise idée de base, parce que moi j'aime beaucoup ce personnage, évidemment, mais ça sent en gros le truc, bon allez, il est parti trop vite au premier, mais ça tue quand même la dramaturgie d'un premier film qui était correct, vraiment, j'ai vraiment bien aimé, j'avais plus aimé à l'époque, parce que je l'avais revu en fait, alors que là je le découvre, ce Blade 2, je l'ai découvert du coup. Mais ouais, c'est un peu genre, ok, on oublie un peu donc toutes les conséquences d'un premier brûlot qui était là pour faire joli, pour réintroduire, introduire au cinéma le personnage, et on se fait une suite où finalement, à part le prologue où clairement on fait un résumé du premier film, ça c'est jamais bon signe.
ça prouve clairement qu'on veut partir ailleurs derrière, mais qu'on veut pas quand même perdre les fans de base. Et bien voilà, donc là, dans l'idée d'une cohérence absolue, on va repasser. Ensuite, bon, voilà, il va se passer ce qui va se passer avec le méchant super vampire qui s'appelle Nomak, donc on va creuser un petit peu l'origine forcément, même si là aussi tu te dis que bon, hein, quand des ennemis s'associent à un moment face à un ennemi commun, d'accord, mais il va se passer un truc qui va faire que ça va se rebastonner derrière, hein, forcément, tu le sens quand même, d'où les dilemmes après avec Nyssa, voilà, la vampire et Blade, qui sont un peu entre les deux. Mais bon, allez, passons. Finalement, l'histoire passe au second degré, second plan surtout. Au second degré, oui, il y en a du second degré dans le film avec des punchlines qui sont d'époque. Hein. C'est un film purement du début des années 2000. Voilà, avec ces répliques-là, avec ces personnages un peu typés, stéréotypés purs, notamment celui de Ron Perlman, un peu un gros balourd raciste, un peu, hein, quand même, hein, quand il fait cette réplique à Blade, c'est un peu chaud. Est-ce que tu peux rougir? Can you blush? C'est un, bon, voilà. Bon, évidemment, il va y avoir un écho avec la fin. C'est très drôle, hein, finalement, mais quand même. Bon, oui, c'est très comme ça, mais peu importe. Finalement, quand tu regardes un film comme ça, tu te poses devant des belles scènes d'action aussi. Et sur les chorégraphies, il n'y a pas à dire, il y a du très bon. Il y a 2-3 très bonnes scènes. La première, notamment de mémoire, celle au sabre, qui va rappeler Ninja Scroll, par exemple. Alors ça, c'est évident. Je pense qu'il y a des influences d'animation, jeux vidéo dans les prises de vue aussi, avec une caméra nouvelle génération essayée à l'époque. Hein. Guillermo del Toro s'est fait plaisir. Parfois presque trop, parce que ça fait un peu cinématique, mais ça a mal vieilli. Du coup, ça fait, voilà, bon, c'est beau, c'est spectaculaire, mais fou. Et il y a un autre combat à la fin, oui, bon, c'est quand, sans en dire plus, Blade renaît de ses cendres, hein. Et bien là, alors là, ça part en délire, même avec des prises de catch, c'est absolument génial à voir, tout simplement. Après, les scènes où ils sont plusieurs à se battre, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Mais sinon, au-delà de ces scènes d'action-là, il y a quand même cette ambiance, cette atmosphère, qui vraiment est la réussite pure du film. On est dans une sorte de techno-gothique très début des années 2000, avec un Del Toro qui se fait plaisir là-dessus visuellement. C'est vrai qu'on sent qu'il y a eu mimique avant, sur certaines scènes souterraines avec les égouts par exemple. Mais oui, par exemple, justement, ce qui se passe là, avec donc ces Reapers, les faucheurs en VF, qui sont là, qui grouillent, taillent une horde de zombies, et on doit les débusquer dans une sorte de bleu sombre des souterrains. Ça, c'est bien. Alors, ça dure un peu longtemps, mais les idées sont là, avec quelques gadgets aussi utilisés par le jeune... Enfin, créé par le jeune Scud, joué par Norman Reedus, qui est un peu le Abraham Whistler jeune. D'ailleurs, les deux vont avoir un petit conflit générationnel, etc. Bon, hein, on essaye quand même de créer des petits trucs comme ça, mais ça va jamais très loin. Mais oui, c'est surtout sur l'ambiance que c'est extraordinaire, et des moments où Del Toro se fait plaisir. Notamment sur la fin, il va se passer un truc quand même fort. Vraiment, la toute fin, avant une surconclusion un petit peu drôle par rapport à ce qui s'est passé au début du film. Oui, il y a même la lumière, il y a cette idée esthétique-là, mais bon, ça reste un film de studio, et je pense pas qu'il ait eu une énorme liberté, Guillermo del Toro, à l'image de Mimic. Et un peu plus réussi que Mimic quand même. Enfin, Mimic, le problème, ça a été derrière, hein, ça a été charcuté, il me semble. Ouais. Mais voilà, donc c'est quand même un film qui est visuellement au top, avec un Wesley Snipes remarquable, avec des forcément chorégraphies géniales, chapeautées par Wesley Snipes, Donnie Yen, mais Donnie Yen qui en tant que personnage est un peu sous-utilisé, même lui-même dans ses bastons. Il a peut-être pas voulu se mettre en avant, mais c'est dommage quand tu le prends aussi comme acteur, tu devrais le mettre un peu plus en avant. Il y a plein de choses comme ça hein, qui sont au second plan. La relation entre Blade et Nyssa, c'est bien beau, mais quand même ça manque de à un moment. Toutes ces histoires de famille, alors il y a aussi ça fait un peu Del Toro, relation père, oui il y a des trucs quand même aussi qui sont là. Puis il faut pas oublier que Del Toro, il avait déjà fait une sorte de film de vampire indirect avec le très bon Chronos, son premier métrage, qui est un de mes préférés de sa filmo d'ailleurs. Donc pourquoi pas. Mais ici pas de fantôme hein, en tant que tel, comme par exemple Les Chines du Diable qui était sorti peu avant et qui reste mon favori pour l'instant, toujours évidemment du monsieur, parce qu'il va me rester ces 2 Hellboy à voir. Et oui, je crois que c'est tout. En attendant évidemment la sortie de son Pinocchio en stop motion sur Netflix en décembre. Voilà, je crois que j'ai été plus ou moins complet. Ouais, je pourrais parler de la musique aussi, vraiment techno-rap de l'époque. Ah, c'est un peu le problème aussi du début des années 2000, où sur le plan esthétique c'était un peu space. C'est du post-Matrix, quoi, aussi, hein, quelque part dans l'ambiance. Le premier annonçait presque Matrix, donc c'est amusant.
Mais bon, pourquoi pas. La BO, composée cinématiquement par Marco Beltrami, fait le boulot par contre. Et après les rajouts par-dessus, ouais, c'est un peu bruyant en fait. Mais j'aime bien certains trucs, hein, mais là dans l'ambiance, bon, voilà. Et puis si, quand même, oula, ça c'est important, tout ce qui est effet maquillage, bon, autant effets spéciaux, à certains moments on se croirait vraiment, on se croirait à être une manette à diriger les personnages, c'est pas du tout... Bref, c'est bizarre quoi. Mais alors sur les maquillages, les effets gore un peu, c'est génial. Notamment le design de ces vampires entre serpent et sangsue. Il y a des trucs bien dégoulinants vers milieu fin là, avec des morts bien, ouais, bien dégueux. Donc ça oui, ça c'est Del Toro qui se fait plaisir quand même et qui nous expose ici son amour des monstres quelque part. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal sur ce film, qui a marqué beaucoup de gens, donc à vous la parole dans les commentaires, si vous l'avez beaucoup apprécié, moi ça va, j'ai vraiment aimé quand même, hein. Peut-être que je le vois trop tard, parce que hein, c'est comme ça, mais n'hésitez pas à vous lâcher si vous êtes amoureux par exemple de ce film, ou si vous n'aimez pas, hein. Après tout, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je vous dis à la prochaine, ciao.